Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Benoît Saint-Denis, le Français qui sera lui aussi de la partie le 3 septembre à l'UFC Paris. Il affrontera l'Américain Christos Giagos. Et inutile de vous préciser que God of War, comme on le surnomme, eh bien, il aura tout simplement envie d'ajouter une 10e victoire sur finish à son palmarès. Salut Benoît, comment tu vas? Salut Elias, bah écoute, tout va bien. On se prépare tranquillement pour cette échéance, qui est une échéance importante dans tous les sens du terme. Ah, c'est clair que c'est une échéance très importante, Benoît. D'ailleurs, j'aimerais savoir, pour commencer cette interview, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas combattre lors du tout premier événement organisé par l'UFC en France le 3 septembre, et en plus de cela, bah, c'est seulement 3 ans après tes débuts professionnels au MMA. Bah c'est super parce que ça, en fait, ça récompense déjà un travail qui a certes mis peu de temps comparé à ce qu'on peut voir en général dans le MMA français, mais ça a été, euh, ça a été un travail très intensif. C'est-à-dire que quand je me suis mis au MMA, j'ai fait que ça. Et donc, ça nous a permis en 2 ans et demi de signer à l'UFC, en short notice en welterweight, et puis après de pouvoir enfin rentrer dans ma catégorie de poids lors du dernier combat. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien au MMA français en général parce que c'est un petit peu la récompense pour tous les anciens qui se sont battus, tous les pionniers du MMA en France qui se sont battus pour la légalisation et pour la réalisation d'événements en France. Et voilà, l'UFC, c'est un peu le joyau de la couronne. C'est ce qui va permettre voilà, bah, ça certifie que voilà, en France, c'est clairement un pays du MMA aujourd'hui et que c'est validé par l'organisation numéro 1 au monde. Comme tu le sais, Benoît, je suis belge, mais en tant que francophone, moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point ben, la France a évolué et s'est placée en tant que place to be finalement du MMA en Europe et je l'espère un jour dans le monde. Alors, d'après ce que j'ai compris aussi, c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore, tu hésitais entre l'UFC Londres et l'UFC Paris. C'est peut-être une bête question, Benoît, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Et ben, je me marie une semaine avant l'UFC Paris, donc au niveau des dates, c'était bien plus sympathique de faire un combat à Londres et puis de faire les préparatifs du mariage tranquillement après et de récupérer à ce moment-là. Donc voilà, le hasard a fait que ça tombe le 3 septembre, c'est une semaine après le mariage. Donc j'aurai un dernier entraînement dur le vendredi, la veille du mariage, et puis après on profitera un peu de la famille, des gens et on va essayer d'emmagasiner toute la force que peuvent me donner les gens qui m'entourent. J'ai la chance d'avoir une grande et belle famille, Laura également, et j'ai la chance voilà, de pouvoir me marier avec la femme de ma vie. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à. C'est difficile pour elle aussi, hein, parce que c'est compliqué de. Alors pour elle, c'est une source de stress, les combats. Donc là, elle va enchaîner voilà, une superbe célébration par un petit moment un peu stressant la semaine d'après. Mais voilà, c'est tombé comme ça. Et dire non à l'UFC en France, c'était compliqué. Donc, donc voilà, on va tout faire pour pouvoir aménager ces deux grands événements ensemble. Et même s'il y en a un qui, à mes yeux, est bien plus important que l'autre, euh, il faut le deuxième, il y a plus de risques de dommages collatéraux, donc il faut bien le préparer quand même. Et on essaie de bien concilier les deux. Félicitations en tout cas pour ton mariage et puis je pense que c'est une preuve pour les personnes qui vont regarder cette interview que tu voulais vraiment bah, donner du spectacle au public français. C'est vraiment respectable, Benoît. Tu affronteras d'ailleurs, comme on l'a dit, Christos Giagos qui est un Américain extrêmement expérimenté puisque votre combat sera en fait son 30e dans sa carrière. Sa première à l'UFC elle date de 2014. Il s'est incliné d'ailleurs contre Gilbert Burns. Il a côtoyé aussi d'autres combattants assez connus comme Charles Oliveira ou encore Arman Tsarukyan pour ne citer que. C'est vrai que c'est aussi un adversaire intéressant pour toi, pour te permettre en quelque sorte d'aller à la conquête du public américain. Oui, clairement, en fait, l'adversaire que je prends, on a dépassé un peu le ventre mou du MMA de l'UFC, c'est-à-dire que c'est un gars qui donne du fil à retordre au top 20. À chaque fois qu'il arrive dans le top 15, il échoue. Donc, il a échoué contre Tsarukyan, contre Charles Oliveira. À chaque fois qu'il affronte un numéroté dans les 15 premiers, il s'est incliné.
mais il a régulièrement battu des top 20, des top 30. Et moi, j'ai l'impression que l'UFC l'utilise un peu comme gatekeeper aujourd'hui. Ils ont testé Tsarukyan contre lui pour voir si Tsarukyan avait bien sa place. Parce qu'effectivement, c'est un mec qui est très expérimenté et qui, en fait, son expérience permet à l'UFC de le connaître sur le bout des doigts. Ils savent que ce mec-là, contre les mecs qui représentent le ventre mou de la catégorie, eh ben, il les bat en général. Et par contre, les gars qui sont amenés à côtoyer le top 15 dans le futur passent ce gars-là en général. Donc, c'est un petit peu, ouais, c'est un gros test. On va pas se mentir, il est fort physiquement, il a beaucoup d'expérience et il a des combats contre, par exemple, Drakkar Klose. Il avait fait un super combat, il avait fait un 3x5 avec lui, donc qui est 15e, qui vient de rentrer dans le top 15 de la KT lightweight, donc qui est une KT très très dense. Ce qui veut dire que si tu t'imposes face à ce fameux Christos Giagos, c'est en quelque sorte un signe, tu es destiné au top 15 de la catégorie des poids légers. Oui, bien sûr, ça. En fait, ça me paraît la suite logique. Si je bats Drakkar Klose et qui plus est d'une belle manière, je pense que j'essaierai, en tout cas dans le futur, de me rapprocher du top, quoi, petit à petit, mais voilà, c'est une étape supplémentaire. Ça, c'est clair et net. Et voilà, on ne le prend pas à la légère parce que c'est solide. C'est clair, j'ai d'ailleurs cru comprendre que tu as eu quand même pas mal de mal à trouver un adversaire. Guillaume Pelletier, ton manager, me l'avait confié lors d'une interview réalisée il y a quelques semaines. Apparemment, vous avez essuyé pas mal de refus. À quoi est-ce que c'est dû, Benoît? Oui, alors, je pense que les refus, ça vient du fait que j'ai pas un nom qui a une grande réputation à l'international, c'est-à-dire que je suis pas une victoire vendeuse pour, euh, pour la majorité des gars en lightweight à l'UFC. Par contre, une défaite, ça reste un rouge sur un Sherdog. Donc, au vu de mon combat, je pense que contre Élisée, ils ont pu voir que j'étais dur au mal contre un top 15 de la KT des welterweight. Et mon combat contre Niklas Stolze a montré que j'étais capable d'appliquer une stratégie et que j'avais une force physique importante en moins de 70. Et je pense que c'est les différents facteurs qui font que on a essuyé pas mal de refus en vue de cet UFC Paris, mais du coup, je tombe sur un mec très solide, en la personne de Christophe Giagos, et une vraie grosse étape, une vraie épreuve, une vraie mise à l'épreuve de la part de l'UFC pour voir si j'ai le potentiel pour aller plus loin. Exactement. Alors c'est vrai que tu parlais de ton premier combat à l'UFC qui était une véritable guerre. C'était vraiment incroyable. C'est vrai que tu t'es incliné sur décision unanime contre Eliseu dos Santos, mais c'était encore une fois en short notice et puis en plus de cela dans la KT au-dessus, c'est-à-dire à 77 kilos chez les poids welter. Malgré les dégâts que t'as pris, t'as vraiment rien lâché. Ton état d'esprit a vraiment fait l'unanimité tout simplement. Qu'est-ce que ce combat t'a appris? Est-ce que tu as tiré du positif de cette première défaite dans ta carrière? Ouais, bah oui, ça m'a boosté mentalement à aller améliorer certains axes de travail. C'était la première fois que j'avais un mec qui me résistait en face. Donc, en fait, le premier round était un bon premier de ma part. Je pense que je le prenais, honnêtement, après l'avoir revu. Et malheureusement, dans ma tête, c'était la première fois que je faisais un round serré dans ma carrière. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'accélère, faut que je sois plus déterminant. Et ça a été un peu pour moi la découverte de, en fait, un combat, ça se gagne. Tu pourras pas écraser toujours tout le monde. Il y a des mecs, un jour, et ça m'arrivera aussi en lightweight, j'en suis convaincu. En face, il y aura du solide et ça va résister. Et donc, il faudra prendre son temps et être capable de chercher des points ou chercher des rounds et de ne pas aller jeter dans les points forts de l'adversaire. Donc, c'est un combat qui m'a fait prendre connaissance du paramètre tactique que comportait un combat. Parce que lui, clairement, il a joué sa partition tactique, c'est-à-dire essayer de bien défendre les takedowns pour me fatiguer, en bougeant le moins possible, sans se fatiguer, et de taper fort en contre quand je perdrais patience. Et c'est ce qu'il a fait, et ça a bien fonctionné. En tout cas, tu as parfaitement su rebondir lors de ton deuxième combat où tu t'es imposé sur soumission au deuxième round face à l'Allemand Niklas Stolze.
Neuvième victoire de ta part, neuvième finish, et c'est vrai que ça, c'est l'idéal pour te relancer de la meilleure des manières à l'UFC. Bah, c'était un combat important, hein. C'était un combat important. J'avais beaucoup de pression sur ce combat. D'ailleurs, le seul coup que je prends, le mec en face, il y a un gars en face, hein, et il avait préparé bien sûr les coups de genoux. Je pense qu'il s'y attendait, mais je n'avais pas préparé d'amener au sol. C'est la seule entrée où j'ai pas frappé avant et je prends un coup de genou et je le prends bêtement, mais parce que j'avais tellement de poids sur les épaules que j'avais envie de rapidement mettre mes mains sur lui pour démontrer que euh, voilà que malheureusement en France, des fois, l'état d'esprit est un peu différent que de celui qu'il peut y avoir en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pression sur les athlètes en termes de performance. On adule les gagnants et on déteste les perdants. Alors, sauf les belles défaites sont bien aimées dans le public français, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais au final, le résultat est le même, ça fait un rouge sur le Shadog. Donc, j'étais, voilà, je me suis bien préparé, j'étais prêt et en fait, je voulais que ce combat il arrive le plus vite possible pour pouvoir remettre les pendules à l'heure et, euh, et pouvoir surtout lancer ma carrière dans ma catégorie de poids parce que je rappelle que je suis quelqu'un qui fait autour de 80 kilos. Donc, en 77, bah, pour avoir côtoyé des gros 77, c'est des bonhommes qui font entre 86 et 93 kilos hors saison. Donc, les lightweights, c'est des mecs qui font entre 78 et 85 kilos. Je suis au milieu je suis en plein dedans, quoi. C'est ni difficile ni facile, mais c'est euh, un cutting lambda pour l'UFC, quoi. D'ailleurs, j'y étais là-bas, ils n'étaient pas du tout surpris de mon poids au jour le jour et de ma récupération en poids. C'est du classique. C'est pas non plus du Pereira qui reprend du 14 kilos. On est sur du plus 8, quoi. À devoir en tout cas ton deuxième combat dans la catégorie des poids légers à l'UFC, ça se passera donc le 3 septembre à l'UFC Paris. C'est vrai que forcément j'ai énormément parlé de l'UFC Paris, mais j'ai une dernière question pour toi Benoît Saint-Denis. J'ai envie de te parler de l'UFC 280 spectaculaire qui aura lieu le 30 octobre avec en main event un Charles Oliveira Islam Makhachev que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que l'événement se déroule à Abu Dhabi. C'est à Abu Dhabi que tu as commencé, débuté ta carrière à l'UFC en tout cas. Et puis c'est vrai que tu as évolué au Brave, le Brave qui est une organisation basée au Bahreïn. Est-ce que éventuellement, Benoît, il y a des chances qu'on puisse te voir le 30 octobre à l'UFC 280 après l'UFC Paris? Bah écoute, je pense que l'UFC est vachement friand de ce qu'on appelle la hype et de victoires rapides et de victoires avant la limite. Donc les combattants à l'UFC, ils n'ont pas le luxe de choisir leur date de combat, mais ils ont une plus grande liberté et un plus grand pouvoir sur le matchmaking à partir du moment où ils enchaînent des victoires. Donc, ce sera à moi de faire le travail le 3 septembre pour voir si, il y aura moyen de recombattre assez rapidement, relativement rapidement derrière. Oui, ça serait super de pouvoir recombattre au moins une fois avant la fin de l'année. Ça serait vraiment l'idéal. Merci beaucoup Benoît, c'était un plaisir de m'entretenir avec toi, pardon. Je te laisse te préparer, finir ta préparation. On est à quelques semaines de ce grand événement. Je te souhaite beaucoup de succès et bien évidemment la victoire le 3 septembre. Merci beaucoup, Elias. Et, bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc continue et force pour ton émission. Et merci à tous ceux qui te suivent et qui suivent le MMA. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.